Qui est le nouveau boss de la NBA? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Ce n'est pas Erwan malheureusement parce qu'il n'a jamais joué en NBA, mais il est quand même de très bonne humeur. Qu'est-ce que j'apprends? Eh oui, on est très bon jus pour cet été. Tout à fait. On est en plein été. On est ravis de vous proposer ce nouveau programme. On va se poser la question donc de qui a pris le pouvoir. Mais avant ça, je vous présente donc Erwan. Vous l'avez entendu, qui est en grande forme. Ouais, je me suis un peu imposé dans ton introduction. Ça se fait pas. C'est toujours chiant quand on est présentateur et qu'il y a un mec qui prend la parole comme ça, qui prend le pouvoir. C'est un truc de bip bip. Voilà, tu vois. Qui prend le pouvoir. Mais c'est un peu le but de cette vidéo, c'est qui va prendre le pouvoir, qui a déjà pris le pouvoir. Et chez First Team, j'aime bien montrer que c'est moi qui ai le pouvoir. Bravo Erwan, qui avec son petit zizi donc prouve une nouvelle fois qu'il a un gros ego. Une grosse voix. Voilà, faut compenser mon Thomas. En face d'Erwan est beaucoup plus discipliné, et heureusement d'ailleurs. C'est sa qualité première. Théo Messer est avec nous de Rivers. Comment ça va? Ben ça va très bien, ça m'avait manqué ça, tu vois. Très fort, très vite, c'est parfait. On est là pour toi, dans la rédac, c'est pas pareil chez Basket Session Rivers? Non, on est plus modéré, je pense. Du coup, c'est cool, là, ça met un petit coup de jus direct, c'est parfait, quoi. Eh ben écoute, tu vas continuer sur ta belle lancée, tu vas nous présenter ce très beau livre. Vous avez réuni absolument tout sur les 20 dernières années, c'est ça? Quasiment en fait, ouais, je te remercie. C'est une anthologie en fait, parce que 2025 c'est les 20 ans de Rivers tout simplement. Donc on s'est dit qu'il fallait marquer le coup et on a eu envie de se replonger dans nos anciens numéros, à la fois du magazine et puis sur les tout débuts du MOOC pour voilà, faire une espèce de panaché de... Alors je pense qu'on l'a baptisé volume 1 parce qu'en se replongeant la tête dedans, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de matière et l'idée c'était voilà, de faire une petite sélection de certains de nos meilleurs articles sur 20 ans et ce qui était assez marrant à faire, c'est que ça permettait aussi de voir un petit peu les différentes narrations qu'il y a autour de joueurs, autour d'équipes, de se rappeler même de choses qu'on avait complètement oubliées. Donc ça fait un petit peu voilà, Madeleine de Proust, tu te replonges dans des choses que tu avais mises de côté. Donc voilà l'idée de cette anthologie. Vous avez quelques extraits là sur que vous voyez en double fenêtre pour se procurer ce MOOC comme toujours, c'est sur le site. Ouais, sur basketsession.com, on n'est pas en librairie, pas à la Fnac, etc. Donc c'est uniquement chez nous. Donc si vous voulez... Donc si vous voulez vous procurer ce beau livre pour l'été ou pour la rentrée, pour faire des cadeaux, etc., vous n'hésitez surtout pas, on est toujours ravis de soutenir votre super travail, les amis. Merci. Bon, on est là pour faire des courbettes, oui, mais aussi pour décider de qui est le boss. Regardez ce tableau, on a essayé de sélectionner ensemble les 3 générations des joueurs NBA qu'on va aborder aujourd'hui. La New Gen donc avec Paolo Banchero, Cade Cunningham, Anthony Edwards et Victor Wembanyama. Les primes, donc ceux qui sont dans leur prime, Giannis Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Jokic, Tatum. Et puis les OGs, bien sûr, les vieux de la vieille qui sont toujours parmi les tout meilleurs, Steph Curry, Kevin Durant et LeBron James. Alors Théo, je te pose la question comme ça vraiment, est-ce que réellement on a l'impression qu'il y a un boss, un joueur qui a pris le pouvoir en NBA en 2025? C'est ça qui est hyper intéressant, surtout avec ces questions de génération, c'est que je pense qu'on est vraiment à une espèce de charnière entre les OGs qui sont dans la sélection et ceux qui sont derrière. Donc je trouve que la question elle est d'autant plus intéressante qu'il n'y a pas une seule réponse. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs boss en fonction de ce qu'on entend par boss. Est-ce que c'est celui qui contrôle la narration entre guillemets, qui est le visage de la ligue? Est-ce que c'est le joueur le plus fort? Est-ce que c'est celui qui est dans l'équipe qui risque de dominer dans les saisons prochaines? Donc toutes ces nuances, je pense, participent à la question. Erwan, même question? Bon, on peut répondre déjà, on peut lâcher un an. Au vu de la saison qu'on vient de vivre, il y a un boss aujourd'hui en NBA, c'est Shai Gilgeous-Alexander. Il est MVP, il est champion en titre, il est MVP des finales. Donc ça, sur le côté, pardon, ça fait plusieurs fois que j'accroche, c'est sur le côté sportif, c'est lui le boss aujourd'hui de l'NBA. Il a la meilleure équipe, il a eu le meilleur bilan, il a tout gagné, il a tout raflé sur le plan individuel. Maintenant, quand on dit boss, pouvoir, il y a un côté un petit peu plus général à prendre en compte. On sait que c'est aussi une star dans sa manière d'être, mais il est pas mal décrié pour les lancers francs. Est-ce qu'il incarne vraiment encore le visage aussi de l'NBA? Parce que quand on parle du boss de la Ligue, ben forcément on pense aussi au visage de la Ligue. Et on a déjà eu ce débat aussi de savoir que ça dépassait largement les contours du terrain. Donc c'est pas ça. Mais aujourd'hui, pour moi, le boss, à l'instant où cette vidéo est enregistrée, c'est Shai Gilgeous-Alexander. Maintenant, il y a une saison prochaine qui arrive, et une autre, et d'autres, et il y a des mecs qui poussent. Donc ça va être toute la beauté de cette vidéo. Mais aujourd'hui, il faut commencer par dire que le boss, c'est Shai. Bah alors, regardons ensemble le petit tableau concocté par Tom sur Shai Gilgeous-Alexander. Comme tu le disais, il fait une saison historique, la saison parfaite. En fait, il peut juste pas faire mieux, le mec. Regardez son palmarès. Vous allez voir, on a sélectionné des stats et des infos sur les 5 dernières années pour pouvoir discuter
discuter. Donc depuis 2020, il est une fois champion, une fois MVP des finales, une fois MVP évidemment, meilleur score cette saison. Il vient juste d'être élu il y a quelques jours meilleur athlète par ESPN. C'est une cérémonie qui est organisée chaque année et qui compte énormément aux États-Unis. Vous voyez ses stats, vous voyez son énorme contrat, c'est le plus gros contrat de l'histoire de la NBA, les plus de 300 millions. Au vote du All-Star Game, il était seulement 7ème, donc intéressant dans les histoires histoire médiatique, pardon. D'un point de vue international avec le Canada, il n'a pas encore gagné, donc ça peut jouer aussi. Sur Instagram, il est à 5 millions, c'est seulement le 19e joueur avec le plus de followers, et aussi le 9e joueur qui vend le plus de maillots, et le 7e joueur le plus vu. Donc ça, regrouper tout ça, si on part du principe qu'on parle que du sportif, en fait c'est lui, il n'y a aucun doute. Je sais pas s'il y a aucun doute, parce qu'honnêtement sur le sportif, moi je reste quand même sur la question aussi de qui est le meilleur joueur du monde. Et au-delà de la saison incroyable de Shai Gilgeous-Alexander et tout ce que tu as souligné, Erwan, pour moi le meilleur joueur du monde, ça reste quand même Nikola Jokic aujourd'hui. Donc la question même sur le sportif, effectivement, il n'a pas été MVP, il n'a pas été champion NBA, il s'est fait sortir par l'équipe de Shai Gilgeous-Alexander, mais au début, si tu me demandes de choisir au début de la saison prochaine, si on fait une draft et par qui tu commences si tu veux être champion, moi je prends quand même toujours Jokic. Donc je pense que c'est aussi vraiment un des boss de cette ligue, sans conteste. Erwan, tu réponds quoi à ça? Je rejoins complètement. Dans tout le grand débat fou autour de la course au MVP sur Shai et Jokic, on a souvent dit... Le MVP de la saison, c'est Shai. Le meilleur joueur du monde, c'est Jokic. Bon, depuis, il est quand même devenu champion NBA, ce qui est pas rien. Mais si on prend les 3-4 dernières années, parce que faut être dans l'instant T, mais il faut être aussi sur la big picture pour prendre du recul. Depuis 5 ans, ce que fait Nikola Jokic, 3 titres de MVP, un titre de champion NBA. Il rayonne aussi à l'international. On se souvient de ces Jeux Olympiques où ils sont à 2 doigts de faire tomber Team USA, et lui, il est monumental dans ce match-là où il leur fait vraiment des sueurs froides. Donc oui, Nikola Jokic est un boss des Nuggets, est un boss de la ligue. C'est aujourd'hui un mec où tu sais que si tu l'as, forcément ton équipe directement ça devient un prétendant au titre. On parlera de Nikola Jokic un petit peu plus tard. On va continuer sur Shai Gilgeous-Alexander. J'ai quand même l'impression, les gars, que oui, sur le terrain, admettons, il fasse la meilleure saison individuelle des joueurs NBA. D'un point de vue plus global, j'ai pas l'impression qu'il soit très connu. Tu vois, c'est toujours la question, est-ce que ta mère connaît Shai Gilgeous-Alexander? Bah non. J'espère pas. Bah non. Ça serait pas bon signe. J'ai pas dit qu'il y a eu un rendez-vous amoureux avec lui. Mais pour moi, pour être le boss de la NBA, tu dois dépasser ton sport quelque part. Alors, on va parler des OGs après, qui sont connus de tous. Visage ou boss, alors c'est, tu vois? Non, on cherche le boss de la NBA. Moi, si tu me dis que les gens du grand public ne le connaissent pas, pour moi, c'est un pavé dans la mare. Quelque part, tu peux pas être le boss de la NBA. Après, quand t'es boss, des fois, t'es pas obligé d'être en avant. C'est pour ça que la sémantique du mot boss ou visage, elle est intéressante. Mais pour moi, c'est un boss parce que tu gagnes. Au bout d'un moment, le but ultime, on peut dire ce qu'on veut, on va parler de l'aspect médiatique qui est ultra important aussi, le but de ce sport. Et c'est important de le rappeler parce que c'est vrai que les réseaux ont changé parfois un petit peu la perception qu'on pouvait avoir de certains joueurs. Le but ultime, c'est quand même de gagner un championnat. Voilà, après c'est d'être MVP aussi, donc il a tout réussi, donc je veux pas tout lui enlever. Maintenant c'est vrai que l'aspect médiatique, et c'est un petit peu les débats qu'on avait avec Jason Tatum, qu'on avait avec d'autres, c'est vrai que là-dessus il est clairement en retard, et surtout quand on voit les mecs qui vont arriver, tu parles de Banchero, surtout Victor Wembanyama qui lui va certainement tout rassembler. Alors avant de passer à un autre joueur, je vous propose de parler d'autres boss, c'est Saïli, ce sont les boss de la Cartissime bien sûr. Comme vous le savez, avec First Team, on part souvent en voyage. Et je sais pas vous, mais nous, on est toujours en galère de hors forfait dès qu'on quitte la France. Mais ça, c'était avant qu'on découvre Saïli. Saïli te propose des eSIM pour partir à l'étranger sans te ruiner. Et en plus, c'est hyper simple. Déjà, il te suffit de télécharger l'application en un clic. Ensuite, tu choisis le pays où tu comptes partir. Nous, par exemple, on compte bien repartir aux États-Unis. Et là, tu choisis ton forfait, rien de plus simple. En plus, tu peux le commander avant de partir et l'activer une fois sur place. Ça va t'éviter de faire la queue pendant des heures à l'aéroport pour t'acheter une carte SIM. Et puis, vu qu'on est cool, si tu rentres le code FT15 au moment du check-out, tu as 15% de réduction sur ton forfait. Régalade, non? Donc, pour ton prochain voyage, tu sais ce qu'il te reste à faire. Télécharge l'application Saïli et vis ton trip sans aucun stress de hors forfait. Rejoins-nous donc avec Saïli pour tes voyages à l'étranger. On va parler de la jeune génération, parce que la question va être assez simple. On va revoir le petit tableau. Est-ce que parmi ces joueurs, il y a quelqu'un qui se rapproche du boss de la NBA? Évidemment, Paolo Banchero et Cade Cunningham arrivent avec un petit peu de retard, mais quand on voit un gars comme Anthony Edwards, Erwan, on a l'impression que c'est lui qui se rapproche assez naturellement de ce qu'on peut imaginer d'un boss. Le premier chiffre à mettre en avant quand on parle d'Anthony Edwards comme un boss ou un futur boss de la NBA, c'est 23.
Alors, c'est pas parce qu'il Son numéro, ressemble à Michael Jordan, c'est parce qu'il a 23 ans. Et Anthony Edwards, il a que 23 ans, et ce qu'il a déjà réalisé dans sa carrière de joueur, c'est 2 finales de conf, ce qui est déjà énorme. On sait qu'il y a des mecs, Joel Embiid n'a jamais connu les finales de conf, par exemple. Bradley Beal, John Wall, c'est des mecs-là qui n'ont jamais connu les finales de conf. Donc lui, par son charisme, par son style de jeu ultra spectaculaire, par sa gouaille, les conférences de presse cette année, on s'est délecté d'analyser ses conférences de presse, sa manière d'être un leader à lui-même. C'est un vrai personnage, c'est un joueur fort as fuck, c'est un joueur Team USA, déjà associé, on l'a vu à la Coupe du Monde, même s'ils ne font pas de médaille, il avait été d'un leadership incroyable. Avec Team USA, il s'est greffé avec les OG de manière parfaite. Donc je crois qu'il a tout pour devenir aussi... c'est déjà un boss, maintenant il manque un petit peu de résultats, au moins une finale NBA et peut-être un titre individuel. Mais pour moi, dans les 3-4 prochaines années, c'est un mec qui sera MVP, qui va jouer les finales NBA. Ouais, notamment parmi les joueurs américains, je pense que c'est celui qui est le mieux positionné pour ça, parce qu'il y a les résultats sportifs, il y a le jeu super spectaculaire, il y a la personnalité brute de décoffrage, moi que j'apprécie beaucoup aussi. Le vrai frein, finalement, je pense que ça reste malheureusement la franchise. Au bout du compte, tu dis, et s'il avait fait la même, imaginons deux finales de conférence de suite dans un plus gros marché, dans une équipe plus établie qui parle plus à l'international, je pense qu'on parlerait déjà d'une superstar en termes de résonance. Mais moi, ce que j'aime bien aussi avec tous ces jeunes joueurs, notamment les jeunes, mais même la plupart des boss, à part certains OG, c'est le positionnement, je les trouve très nature en fait. J'ai l'impression qu'on est un peu sorti de l'idée, il faut, pendant des années, les futurs stars se disaient, il faut que je sois comme Jordan dans ma manière de m'exprimer, dans ma manière d'être dans le leadership avec mes coéquipiers. Et j'ai l'impression que depuis quelques années, avec Stephen Curry, avec Giannis Antetokounmpo, avec Jokic, on est un peu sorti de cette idée. Et je trouve globalement que les joueurs sont peut-être plus eux-mêmes qu'ils ne l'ont jamais été. Est-ce que c'est pas aussi un frein au Star System pour Anthony Edwards? C'est-à-dire que tu parlais de ces petites interviews dans le vestiaire. Est-ce que ça, c'est l'idée qu'on se fait d'une méga superstar NBA? Pas Adam Silver, c'est une certitude. Ça, c'est clair. Mais le public, ça fait maintenant assez longtemps qu'on travaille ensemble, on a souvent dit que des fois c'était lisse. LeBron James a amené aussi une manière d'être une méga superstar où toute la narrative est contrôlée, très, très Mbappé dans sa manière de faire aussi. Donc, et ça nous emmerde à nous, et ça emmerde aussi les mecs qui suivent l'NBA. Nous, ce qu'on aime un petit peu, c'est les fêlures des gens, c'est de l'authenticité. Tu m'emmerdes, ça m'emmerde. L'arbitre, il a sifflé que de la merde ce soir. On a besoin de ça. Alors, il faut que ça soit cadré, parce qu'on a vu des excès avec notamment un mec qui aurait pu être dans ce tableau, qui est Ja Morant, qui n'y est pas, parce qu'il s'est complètement perdu dans des excès. Et là, pour le coup, il s'est détaché non seulement de son équipe, mais aussi du public. Je pense qu'Anthony Edwards, il arrive pour l'instant, moi, à trouver le bon équilibre. Et je crois que le public de la NBA a besoin de s'attacher aussi à des mecs authentiques. Moi, mon vrai truc avec Anthony Edwards, c'est que au vu de son comportement hors terrain, ça l'oblige à être dans l'excellence individuellement et collectivement. Alors tu as rappelé les 2 finales de conf consécutives, donc il est dans l'excellence, il est dans les meilleurs joueurs, il fait partie des meilleures équipes, donc tu peux pas lui reprocher son comportement, mais il fait partie de ces mecs, s'il y a un petit grain de sable qui doit arriver, il va se faire détruire par la communauté basket. Ouais, c'est clair. Après, finalement, c'est les à côté du terrain, c'est pas si répréhensible en fait. Tu dis, bon, bah, c'est qu'il a l'air de pas super bien gérer sa vie pas très mature, personnelle, voilà. Immaturité, mais on est tellement loin finalement des scénarios à la Ja Morant ou d'autres que je pense que c'est limite le meilleur scénario pour la NBA où ils se disent, bon, bah voilà, faut qu'il règle ça, mais c'est rien de répréhensible. Sur les à côté du terrain, bon, c'est grave, hein, un mec qui veut pas qui veut pas s'occuper d'un enfant, qui lâche une portion alimentaire d'un coup comme ça d'1 million, c'est une catastrophe humaine, mais. Bon, on n'est pas là avec des mecs qui sortent des guns, des bagarres, des ci, des ça. Donc, et pour revenir sur le terrain avec Anthony Edwards, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse le plus, je pense qu'il lui manque encore 2-3 actions d'anthologie pour reprendre un petit peu le. Il a des dunks pour le coup. Il a des dunks, mais il lui manque des tirs clutch, des tirs de playoff où tu fais waouh, tu te souviens, ah ouais, il lui manque ça. On sait que l'année dernière, l'un de ses bémols, ça a été d'avoir raté beaucoup de tirs de fin de match. Il lui manque encore un petit peu ça. Rappelons quand même qu'il a que 23 ans. Il a 24 ans, le 5 août, notre ami, je vous donne cette petite stat parce que c'est intéressant aussi médiatiquement, 7e joueur qui vend le plus de maillots. Et quand on est à Minnesota dans un. Ça, c'est beau. Ça, c'est une sacrée prouesse pour notre ami. Parlons rapidement de Victor, parce que tu en as parlé tout à l'heure. Pas fan de Victor Wembanyama, bien évidemment, après ses 2 premières saisons. Alors, quelques stats, évidemment, quand vous prenez son palmarès individuel ou collectif, il n'y a pas grand-chose, il n'a pas encore joué les playoffs. Il est une fois All-Star, il a été Defensive All-Team, First Team, il aurait été défenseur de l'année s'il avait pu finir la saison sans aucun doute. Vous voyez bien ses stats, etc., etc. Il est le 6e joueur qui vend le plus de maillots et le 4e joueur le plus vu de toute
toute la NBA. C'est quand même des stats assez incroyables. Pour l'instant, disons-le, son niveau médiatique dépasse ce qu'il fait en termes de résultats sur les parquets NBA. Après oui, tu dis c'est une saison et demie seulement dans les jambes, donc c'est presque normal. Ce qui est vraiment particulier avec Victor, je trouve, c'est qu'il a ce côté, finalement, il est pas expansif, il en fait pas trop, mais il a un jeu, un corps et une personnalité qui sont tellement atypiques qui fascinent en fait. Ils fascinent aux États-Unis, ils comprennent pas le gars. En France, c'est déjà une personnalité pour le coup. Voilà, même ton boucher, il a déjà entendu parler de Victor Wembanyama, tu vois, alors que finalement, il a que 2 saisons au plus haut niveau dans les pattes. Donc je pense que c'est quand même lui qui est le mieux positionné pour prendre ce rôle-là, parce que si on regarde la suite, Cooper Flagg a l'air d'être plutôt taiseux. Il a pas l'air d'avoir non plus une personnalité expansive à ce point-là. Donc je pense que Victor, on en avait parlé un peu pour viser de la Ligue à l'avenir. Je pense que tout est réuni pour Victor. Tu vois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, l'aspect médiatique qui dépasse tout, pour le coup, bon, on est en France, nous, donc c'est évident que tout le monde connaît Victor, mais tout le monde connaît Victor dans le monde entier. Tout le monde a déjà vu une vidéo, tout le monde connaît l'Alien, Wemby, c'est déjà des acronymes là qui sont dans la tête des gens. Ah, ils sont croisés avec LeBron James à Las Vegas, ils se sont checkés, il y avait la fan de LeBron et ses filles, je me suis demandé, quand tu regardes la vidéo, tu te demandes qui est la superstar, hein. Vraiment. Donc après, il le regarde comme ça avec des yeux, j'avoue, c'est dingue. Il y avait ce truc avec Steph Curry de dire ah ouais, mais en fait les joueurs normaux de basket peuvent s'identifier parce qu'il a un physique normal. Évidemment, on se comprend. Et avec Victor, c'est tout l'inverse, c'est qu'en fait il fascine. Il fait 2m20, on sait que personne fera 2m20, il est mobile, il est fort, et puis il a un aura naturel. T'as raison, il n'a pas besoin d'en faire, mais c'est un mec qui fascine, et qui fascinera toujours. Je l'imagine mal avoir des sorties de route hors terrain qui puissent ternir son image. C'est un mec smart, c'est un mec archi équilibré, et quoi qu'il arrive, il n'aura jamais besoin de forcer pour fasciner. Tu vois, je parlais de LeBron qui contrôle sa narrative, qui sait créer son personnage, et aujourd'hui on voit avec le succès ce que ça mène. Lui, il n'aura jamais besoin de faire ça. Il a un truc naturel où tout le monde, dans le monde entier, enfants, parents, grands-parents, qui fascinera toujours. Donc, et c'est ce qu'il va en faire pour moi naturellement quand il va commencer à faire des runs de playoffs, quand il va commencer à gagner ses premiers titres, où là vraiment les gens vont dire bon ok, c'est lui le boss, point barre, et il n'y aura personne d'autre à côté. Ce qui est fou avec Victor, mine de rien, c'est que il a tout pour être un des GOAT de la NBA, et quand on voit la New Gen, sans faire offense à Anthony Edwards qui est dans des temps de passage exceptionnels, pour le coup c'est la quête du GOAT pour Victor comparé à tous les autres. Et ça peut changer quelque chose dans la narrative. Enfin, ça change quelque chose dans la narrative. Il n'y a pas longtemps, j'avais un article chez les Ricains où justement il est potentiellement être le GOAT. Maintenant, c'est pas le premier qui a tout en magasin pour être GOAT. Ils sont pas nombreux non plus. Mais maintenant, entre pouvoir le faire et l'être, c'est quand même une autre paire de manches. C'est plus difficile, hein. Quand on voit que la carrière, l'accomplissement de LeBron James, et qu'aujourd'hui, c'est pas le GOAT pour tout le monde, et qu'il y a un grand débat avec Jordan. Bon, ils sont que 2, tu me diras. Mais devenir le GOAT ultime où il y a plus de débat, bon courage quand même. Ah, pas pour tout le monde, parce que Victor qu'il est. Hein. J'ai vu que Skip Bayless l'avait encore mis 9ème dans sa liste. Quel coquin celui-là, 9ème LeBron. Ouais, bah, pas simple. La hate avant tout. Parlons des joueurs prime, parce que j'aimerais qu'on parle de Giannis Antetokounmpo. Il y a quelques années, Giannis était en train de prendre le leadership sur toute la NBA. Vous vous souvenez quand il jouait à la Marelle là, pour faire le All-Star Game, il était chaque année capitaine. Après son titre, on sent qu'il prend une stature où il y a absolument tout. Il bénéficie d'une sympathie générale assez fantastique. Il prend tous les trophées individuels possibles, de défenseur, de MVP, etc., etc., etc. On est en 2025 maintenant, et j'ai l'impression qu'il a du retard par rapport aux bases où on l'attendait. Ouais, là, pour le coup, c'est plutôt les résultats en équipe, quoi. Les sorties tôt en play-off, les blessures tard dans la saison qui l'ont vraiment freiné. Pour autant, je pense qu'il est toujours dans le top 3 des meilleurs joueurs de la ligue, meilleurs joueurs du monde au minimum. Donc, tout n'est pas fini pour Giannis, mais par rapport à ce que tu disais juste avant au sujet de Victor et ces discussions du GOAT, de toute façon, elles vont être amenées à bouger, parce qu'en fait, on verra plus, je pense, des joueurs pouvoir gagner autant de titres que l'on fait Jordan, que l'on fait même LeBron, à voir si d'autres y arriveront. Comment dire, ça a tellement changé avec les nouveaux CBA, etc., que ça sera de plus en plus compliqué. Tu penses qu'on verra plus de stars qui gagnent 3 titres ou plus, genre comme Steph, LeBron, genre de choses? 3 titres, c'est possible. 3 titres sur une carrière, c'est possible, ouais. Mais au-delà, ça me semble de plus en plus compliqué, parce que c'est de plus en plus dur. Et les 7 dernières années vont dans ton sens. Hein. Il n'y a pas eu de back-to-back depuis 2019. Voilà, c'est de plus en plus dur de garder des équipes fortes ensemble et de gagner sur la longueur. Donc
on va trouver d'autres, je pense, ressorts pour évaluer un petit peu les joueurs une fois qu'ils auront terminé leur carrière. Là, ce qui est sûr avec Victor, ce qui est hyper impressionnant, c'est quand même les... Pardon, du coup, je repars sur Victor, mais je peux revenir sur Giannis, mais juste sur Victor, c'est les temps de passage et la progression systématique. Il commence une saison, à la mi-saison, t'as l'impression que c'est un autre joueur, à la fin de la saison, c'est un autre joueur. C'est ça qui est vraiment bluffant. Et pour Giannis, par contre, il est encore en plein dans son prime. Il a vraiment pas fini du tout de peser. Dans l'absolu, moi, je suis hyper sceptique et honnêtement, je vois pas malheureusement d'issue heureuse du côté de Milwaukee s'il reste à Milwaukee. J'en vois aucune en fait. Donc la chape de plomb. C'est ça qui m'attriste beaucoup pour Giannis. Je te rejoins complètement sur le contexte Milwaukee avec Giannis. Je te rejoins complètement sur Giannis. Il est encore dans son prime. Il finit 3e au MVP encore cette saison-là. Maintenant, il a besoin d'autre chose. Il a besoin d'un petit boost, d'un renouveau de carrière, d'une petite piqûre de vitamine et qu'il aille dans un autre contexte, dans un autre marché, dans un autre projet. On a besoin de revoir Giannis un petit peu rayonner, de le voir loin en play-off. Là, ça fait quand même 3 saisons qu'il perd au premier tour. Et ça, tout Giannis que t'es, pour être le boss de la ligue, c'est compliqué quand tu te fais sortir au premier tour. Et peu importe les raisons, factuellement, tu te fais sortir au premier tour et ça fait kiffer personne. T'as une petite stat là, si tu peux nous le remettre, s'il te plaît, Polo, le tableau sur Giannis. Au vote du All-Star Game, c'est lui qui en a gagné le plus. Donc ça montre à quel point il est populaire. Il était porte-drapeau pour la Grèce, bien sûr, lors des JO. Ils ont perdu en quart de finale, on s'en souvient. Sur Instagram, il est à 26 millions. C'est le 6e joueur le plus bankable sur Insta. Ce qui est dingue et ce qui est une réalité pure et simple, et vous le verrez pour Luka ensuite, c'est que si demain Giannis se retrouve à Miami, à Golden State, à New York, à Los Angeles... Arrête. J'ai vu une rumeur en plus tout à l'heure là sur les Knicks restent dans l'ombre pour un éventuel trade avec Michael Bridges pour Giannis. Mais bon bref, on en parlera une autre fois. C'est le jour où il va dans un gros marché, et ben il sera directement le mec qui sur la saison de son arrivée qui aura vendu le plus de maillots. C'est une évidence implacable. Le visage de la franchise directe. Non mais même je veux dire à l'échelle de la NBA. Je pense ce mec-là a besoin d'être dans un marché plus important pour vraiment devenir le boss, faire la mainmise complète dans un projet sportif évidemment où il gagne aussi les deux marches. Mais ça rentre dans ce que tu viens de dire. On est à la fin du cycle de Milwaukee. Au moment où on tourne, il est toujours à Milwaukee. On a tous envie de le voir ailleurs pour continuer à écrire sa legacy. Moi, et puis pour Milwaukee, c'est même pas que j'ai envie qu'il quitte les Bucks. En fait, c'est que la situation contractuelle et la situation sportive dans laquelle ils sont font que je vois pas d'issue dans laquelle ils jouent le titre. Et en fait, t'as l'un des 3 meilleurs joueurs du monde dans ton équipe, en plein dans son prime. Moi, j'ai envie qu'il puisse jouer le titre tous les ans. C'est ça qui m'attriste dans sa situation Milwaukee. Mais ce qui est fort quand même, c'est que, tu vois, Milwaukee, pendant des années, ça sert à rien cette franchise, tu vois, quand tu réfléchis, mais je dis, mais mettez les Bucks à Seattle, là, il y a une fanbase, etc. Au bout du compte, il a quand même réussi il est tellement fort, tellement charismatique que quand Milwaukee jouait bien, je kiffais regarder les Milwaukee Bucks. Et les Bucks sont populaires grâce à Giannis, de toute manière. Ils sont populaires, c'est encore une fois le truc du petit marché. Vous savez, pour Jokic, ce sera un peu le même type de question. Est-ce il y a encore réellement des petits marchés? Est-ce qu'avec les réseaux sociaux, avec le fait que tout le monde puisse tout voir... Je pense que les écarts se sont réduits, mais pour moi, je sais qu'il y a une grande théorie sur le fait qu'il n'y ait plus de petits ou de grands marchés. Malgré tout, alors sur l'aspect sportif pur, peut-être qu'il n'y en a plus, mais il y a tous les à côté, et ça pour le coup les à côté, le truc de petit grand marché, ça continue d'exister. Hein. New York, ça sera toujours New York, LA, ça sera toujours LA. Hein. Non, ça on est plutôt d'accord. Bon, oui, vas-y, pardon. Non, il suffit de regarder Bradley Beal, il n'a pas choisi d'aller à Denver, il n'a pas choisi d'aller... Quand les joueurs ont le choix, ils vont vraiment à Milwaukee. Voilà, faut dire la vérité. Hein. Et on se souvient tous de la tech magnifique de Joakim Noah, bien sûr, sur Cleveland, qui restera une des phrases les plus sympas. Hein. Qui a envie de passer ses vacances à Cleveland? Tu m'étonnes. On continue avec les mecs qui sont dans leur prime et qui ont une vraie chance d'être parmi le ou les boss de la NBA. On parle de Luka rapidement. Luka qui vient d'arriver aux Lakers, bien sûr. Vous allez voir cette stat, c'est le joueur qui a vendu le plus de maillots cette saison. Mais en même temps, c'est normal, il vient d'arriver aux Lakers. Personne l'avait le maillot. Enfin, tu sais, c'est bête, mais tout le monde va se ruer sur tout ça. Donc, quelques stats. Il a été 5 fois All-NBA First Team. Vous avez vu, c'était un record là, pour un mec qui venait d'arriver en NBA. Il a joué blessé, donc il n'a pas été au All-Star Game cette année, c'était la première fois depuis sa saison rookie. Son impact international, forcément, il n'était pas au JO avec la Slovénie, donc compliqué, mais on se souvient des JO 2020-2021 à Tokyo, où c'était l'une des stars clairement de ces championnats. Des Jeux Olympiques. Des JO, oui, tout à fait, au sens global. C'est le 13e joueur le plus suivi sur Instagram et c'est le 3e joueur le plus vu. Bon, après, l'arrivée aux Lakers fait qu'il a été propulsé médiatiquement aussi. Oui, après c'est pas un mec qui joue beaucoup de ses réseaux sociaux. Non. Il a fait une finale NBA avec les Mavs, on se dit, ça y boum.
C'est un tampon, il arrive à ce niveau-là, il va falloir qu'il y revienne, mais il y avait beaucoup de scepticisme sur sa défense où les finales NBA l'avaient mis en avant de manière assez tirée en disant frérot, il va falloir que tu défendes un minimum, sinon là, regarde, tu te fais détruire. Mais on était très excités de la suite. Bon, la suite n'a pas été ce qu'on imaginait, parce qu'il se fait trade la saison d'après, en plein milieu de saison, ce qui a été quand même un coup de tonnerre monumental. Maintenant, il arrive chez les Lakers pour un nouveau chapitre dans sa carrière, et c'est Luka Doncic qui est une star. Et c'est les Lakers qui sont la franchise la plus bling-bling. Donc j'ai l'impression que ce mariage des deux-là doit l'amener à un moment donné à prendre le contrôle des Lakers, c'est déjà fait, mais le contrôle de la Ligue aussi. Est-ce qu'il va le faire? C'est ça la question. Moi, je pense que ça va forcément se faire. Le mec est trop fort, trop charismatique par son jeu. Et comme tu l'as dit, il arrive aux Lakers, qui est la franchise quand même la plus célèbre, la plus suivie à travers le monde. Tout est en place pour que ça soit le boss ou l'un des boss des 10 prochaines années. Et si tu gagnes pas, alors... À Dallas, il fallait gagner. Si tu gagnes à Dallas, malgré tout, ça reste waouh, quoi. Quand Dirk gagne avec Dallas, c'est fantastique. Waouh, Dirk, c'est l'un des plus beaux titres de l'histoire. Et c'est vrai, mais ils ont qu'un titre. Maintenant, une superstar qui va aux Lakers, qui gagne pas aux Lakers, d'un coup, on va commencer à dire la légation, à faire ah, mais frérot, avant toi, il y en a eu des stars, ils ont toutes gagné. Donc, ça lui met une pression supplémentaire pour moi à Doncic d'être aux Lakers. C'est pas une bonne pression justement parce que là on voit les images, là, on l'a vu avec la Slovénie il y a quelques jours. Il a l'air enfin d'avoir compris que la discipline. Il a des bras dessinés. Bah ouais, il a plus de. Par contre, si Luka ne gagne pas avec les Lakers, dans ce qu'il laissera sur sa legacy, dans sa carrière qui est encore longue. Ah, mon gars. C'est quoi ta tech là? Tu penses qu'il va gagner ou pas? Là, on est en 2025. Je crois qu'il va gagner un jour. Avec l'ADN Lakers, même s'ils ont été vendus, donc on va voir si on continue de perdurer avec cet ADN, même si tu t'entoures quand même de gens qui connaissent un peu les Lakers. Moi, je crois qu'ils vont lui offrir une équipe pour qu'il soit champion. Je l'imagine pas ne pas être champion des Lakers. Et on le disait déjà pour les Mavs, on l'imaginait pas être MVP un jour, on l'imaginait pas être champion. Ne pas être un MVP. Oui, voilà, on l'imaginait forcément l'être un jour. On est plutôt d'accord là-dessus. Complètement d'accord avec vous. Je vois vraiment, ça serait un retournement de situation assez incroyable s'il n'arrivait pas à gagner au moins un titre avec Los Angeles. Quand on voit ce qu'il a su faire en playoff avec des équipes, alors je parle pas de la dernière équipe des Mavericks, qui était une très bonne équipe, mais par le passé, passer des tours avec des équipes vraiment brinque-ballantes, moi je pense que ça va le faire pour Luka. Il a que 26 ans, je rappelle. Ouais. Il a que 26 ans, donc s'il est à peu près sérieux, on en aura encore pour 10 ans de ce vieux Luka, parce que de toute façon il joue comme un mec de 39 ans, donc il n'y a pas de souci. Il y a un gars qu'on cite jamais quand on parle de boss de la NBA, c'est Jason Tatum. Alors, on connaît tous... On ouvre enfin ce grand chapitre. On ouvre le chapitre de Jason Tatum qui, au vu des résultats sportifs, au vu des résultats individuels de ses stats, il a 26 points par match, etc., etc. Il a jamais été MVP, ça vous le savez, mais il a toujours été All-Star. Il a toujours eu des super résultats de finales NBA, des finales de conf. Il en a eu 5 ou 6. Il fait partie des mecs qui font Team USA, etc., etc. Pourquoi ce gars-là ne vient jamais en premier quand on pense au visage, au boss de la NBA? Alors, c'est une bonne question. Hein. Franchement, je pense qu'il n'y a pas de réponse rapide. Il y a un des éléments, je pense, malgré tout, et c'est dur, c'est l'usure, en fait. C'est qu'il a été tellement fort, tellement vite. La première saison, sa saison rookie avec Boston, là où ils vont jusqu'en finale de conférence, ça a mis une pression, en fait. Ça a tellement accéléré les attentes qu'on avait autour de lui, de Jaylen Brown et de cette équipe des Celtics, que par la suite, en fait, alors qu'ils ont toujours été bons, on a été déçus, en fait. On a été déçus longtemps, et finalement, quand le titre arrive... Je peux pas dire que c'est trop tard, c'est super pour eux, mais quelque part dans sa narration à lui, c'est un peu tard en fait. Ou limite, il a gagné le titre et derrière tout de suite, quasiment dans la foulée. Il est pas MVP des finales. Il est pas MVP des finales, alors qu'il est bon. On peut revenir là-dessus. Mais moi je l'aurais donné, mais après, bon, c'est une autre histoire. Mais t'as raison, ça rentre dans la ligne de compte. Et limite, ils ont à peine soulevé le trophée. Tout le monde dit, faut voir quand même s'ils peuvent en gagner un deuxième. Comme si déjà ce titre avait pas suffi. Et il y a ce truc un peu intangible avec Jason Tatum. J'ai l'impression que pour lui, ça sera jamais assez, en fait. Je te trouve sévère sur le fait que ce titre, il arrive tard de la part des Celtics. Dans la perception, hein, je veux dire. Oui, je vois l'idée. Moi, je trouve, tout à l'heure, on disait de Victor Wembanyama qu'il avait un aura naturel, qu'il fascinait les gens naturellement. Il y a des mecs comme ça qui rentrent dans une pièce. Waouh, tu vois, il y a d'autres qui rentrent dans une pièce, tu sais même pas qui est là. Alors, c'est très dur pour Jason Tatum, mais Jason Tatum, il a pas ça en lui. C'est pas un mec, finalement, il essaye. On a vu tous ces montages où il copie les paroles d'un tel et d'un tel et d'un tel. J'ai l'impression que c'est un mec qui a l'air très sympa. Ça a l'air d'être un super père de famille. Même smart, hein. Ouais, c'est un gars smart. Un mec plutôt. Mais je crois qu'il a pas ça en lui, en fait. Je crois qu'il a ce truc. C'est horrible à dire, mais t'as raison. Il a pas ce truc naturel de putain, c'est mon gars, c'est ma star, c'est mon truc. Kobe avait un truc Jordan a un truc, LeBron a un truc. Lui, il a pas ça.
Il a pas ça. Même Jalen Brown, qui sont concurrents directs dans la même équipe, on dirait plus d'ailleurs des mecs dans une écurie de F1 plutôt que des mecs qui sont dans la même équipe, tant ils sont en concurrence interne. Mais je sais pas, il dégage pas ce truc-là. Alors que c'est un joueur magnifique. Mais d'ailleurs, Jason Tatum, c'est une star de NBA, c'est pas une superstar. Et je pense qu'il le sera jamais. Ça me fait penser un peu à Kevin McHale, qui était un super joueur, qui a été une star, mais qui n'était pas une superstar chez les Celtics. On peut vraiment comparer parce que, alors, tu vois, ce qui est fou, c'est que tout va dans le sens de la superstar. C'est le mec qui a récolté, c'est le troisième mec qui a récolté le plus de votes pour l'All-Star Game. Ça veut dire qu'il fait partie des superstars. C'est le quatrième mec qui vend le plus de maillots. Ça veut dire que c'est une superstar. Vous voyez, c'est ça qui c'est dingue. Et ma perception, c'est la même que la tienne. Je parle pas d'Ali Burton, mais Team USA, il y a que des superstars. Il y a un mec à sacrifier. Ben, au hasard, c'est Jason Tatum. Voilà, c'est pas Devin Booker alors que Jason Tatum est champion NBA, lui, alors que Devin Booker ne l'est pas. Il y a un mec à sacrifier. C'est Jason Tatum. C'est pas anodin. Il a pas fait une roulette, Steve Kerr, pour dire. Il a dit. C'est lui, ça tombe sur lui. S'il a fait une roulette, c'est dommage de ne pas l'avoir filmé. Hein. Jason Tatum, ah ouais. Les 0 minutes de Jason Tatum, comme il a été décrié, l'été 2024, qui est à la fois son plus beau moment de carrière, enfin avec entre le mec, il sort, les JO et le titre. Il vient d'être champion NBA, le mec il est benché comme un mauvais joueur de N3. Wow, dur. C'est dur la lecture sur Jason Tatum finalement. Parce qu'il réunit tout pour être une superstar, le mec. En fait, il est, c'est ce que tu dis, il a pas ce facteur en plus. Et tout ce que tu peux lui reprocher, en fait, c'est que des qualités. Le mec, il est hyper constant. Il a quasiment jamais été blessé. Là, c'est sa plus grosse blessure. Il a quasiment tout le temps été en playoff. Quasiment jamais raté de match de saison régulière. Tout le temps été performant. Ses équipes, elles ont toujours été bonnes. Il n'y a pas un moment où ça se crache. C'est pas Joel Embiid où tu sais pas s'il va jouer, pas jouer. Et au bout du compte, tu as aussi le fait de jouer pour Boston et où c'est le poids de l'histoire. Le poids de l'histoire et le poids de la franchise. Tu vois, finalement, des stars, il y en a eu plein à Boston. Si tu regardes, il y en a pas tant que ça où tu penses tout de suite, tu penses Bill Russell, tu penses Larry Bird, alors que derrière, ils ont une pléthore de joueurs incroyables. Ouais, plutôt d'accord sur le truc des matchs. Là c'est intéressant parce que vous savez que on rêve que les mecs jouent 82 matchs. Je sais pas si c'est encore possible. Je vous donne quand même le nombre de matchs joués par saison régulière pour Jason Tatum: 80, 79, 66, 64, c'était pendant le Covid, 76, 74, 72. Le mec a toujours tenu son rang et donc là malheureusement on va pas le voir pendant une année, en tout cas jusqu'en 2026 pour Jason Tatum. Parce qu'il a des défenseurs, il a des fans de Jason Tatum, quand dans les débats ou quand on croise des gens qui nous disent qui veulent défendre Jason Tatum, le premier truc qu'ils nous disent, c'est vous êtes tellement dur avec Jason Tatum, et c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il a tout, mais il lui manque un truc et qu'on essaye de décrire, mais qu'on a du mal sur lequel on a du mal à mettre des mots, mais il lui manque un truc. Et on n'est pas les seuls, parce que quand je regarde son meilleur classement au MVP, il n'a jamais allé sur le podium pour l'instant. Donc c'est bien la preuve que aussi il n'est pas le meilleur joueur de la NBA, et pour prendre le contrôle, il faut être le meilleur joueur de la NBA aussi. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, si imaginons que ce soit le 6e meilleur joueur de la ligue, je dis un chiffre un peu au hasard, t'as l'impression que le fait qu'il soit 6e, c'est un argument à charge, quoi. Alors qu'il est quand même parmi les 6e, quoi. Ouais, exactement. T'as raison. C'est ça qui est fou pour Tatum, quoi. Il est que 6e. Qu'est-ce que tu racontes, frérot? Il est que 6e. Et champion NBA, accessoirement. Incroyable. Ouais, en tout cas, Jason Tatum n'est pas le boss de la NBA. Malheureusement, pour ses fans, on n'y peut rien. Tout à l'heure, t'as parlé de Joel Embiid. Non, Joel Embiid ne passe pas le cut, évidemment, des joueurs qu'on va discuter là-dedans. Il aurait dû être là, mais là. Avant de parler des OGs, on finira par eux, on est obligé. Ouvrons le débat sur Nikola Jokic. Est-ce que d'après... C'est le meilleur joueur du monde, on est tous plutôt d'accord, même si Shai Gilgeous-Alexander remet pas mal de choses en cause avec ses super résultats et le fait de tout gagner. Nikola Jokic est à la fois aussi fort, aussi historique, hors norme, etc. sur le terrain, qu'il est totalement absent des débats quand il s'agit du off-court, tout simplement. Et est-ce que ça peut jouer dans votre esprit pour ne pas le mettre besoin NBA? Je suis pas d'accord avec toi sur le off-court, en fait, parce que le fait qu'il en ait rien à foutre off-court, ça fait parler de lui off-court. Parce que maintenant, quand on parle de lui qui récupère son trophée d'MVP à cheval dans un truc, quand on dit qu'il s'en fout, qu'il boit des binges, qu'on le voit en soirée en Serbie pendant l'été, c'est du off-court. Alors c'est pas du off-court, c'est pas du off-court de fanfaron avec des abdos et avec leur meuf d'Instagram, avec des patchs énormes envers. Mais le off-court de Nikola Jokic, il existe malgré tout. C'est vrai. Le veut pas, mais il a du off-court. Parce que c'est une superstar, et tout le monde a du off-court. Et tout le monde s'en régale de son off-court. C'est vrai. Oui, c'est pas Klay Thompson avec Megan Finland, mais c'est une autre type d'off-court, mais il existe le off-court de Jokic. Là, cet été, vous avez vu les images de Nikola Jokic qui célèbre quand son cheval gagne les courses. Il est plus content quand il y a son cheval qui gagne une course que quand il est champion NBA, le mec. C'est un joueur hors norme. Je vous donne quelques stats, après tu nous diras ce que tu en penses. Il a été le 2e joueur au vote pour le All-Star Game. Au JO de 2024, bien sûr, il a été médaille de bronze, on s'en souvient tous, la médaille de bronze contre l'Allemagne. Il est 18e joueur le plus suivi sur Instagram, donc
ça en dit long aussi sur le fait qu'ils s'en bat vraiment les couilles. Il est 10e joueur qui vend le plus de maillots et c'est le 5e joueur le plus vu. Donc il est dans la norme, mais il est clairement pas en avance d'un côté médiatique. Ouais, en fait, je te rejoins complètement, Erwan. J'ai l'impression que c'est un mec qui a une vraie personnalité, en fait. Il a pas la personnalité habituelle des superstars qui se montrent, mais c'est pas un mec lisse. Et je te rejoins, en fait. Je pense que c'est un mec qui est charismatique, en fait, par son jeu et même par sa personnalité, parce qu'il est complètement hors norme. Un peu comme on pourrait dire la même chose de Victor, qui est hyper charismatique sans non plus jouer la carte habituelle des superstars NBA. T'aimes pas Lamine Yamal? Pour son anniversaire ostentatoire. Non, sans blague. Bon anniversaire. Ça va mal finir. J'espère. Même Neymar, il faisait pas ça à 18 ans, mais c'est incroyable. Bon, bref, c'est un autre débat. Mais parlons un petit peu du joueur. Bon, on a déjà tout dit ensemble tout au long de l'année. Le fait qu'il fasse des choses que personne n'a jamais fait devrait lui permettre d'être naturellement le boss de la NBA, en fait. Mais il l'est. Il est la saison qui fait monumentale en étant le premier pivot à faire une saison triple-double. Les actions qui marquent, on se souvient de ce tir pour la gagne contre les Warriors du milieu de terrain. On se souvient de son run de playoff quand il est champion où il est exceptionnel. Et puis c'est cette qualité de passe. Tu regardes tous les clips NBA. Alors ça se fait un peu moins qu'à l'époque. Les Love This Game, il est tout le temps dedans pas par des dunks ou par des step back à 3 points. Il est là pour des tirs clutch ou des passes qui surprennent tout le monde. C'est pour moi le boss de la NBA aujourd'hui. Alors il est plus champion NBA depuis 2 ans. Il est pas MVP cette année-là dans une course l'une des plus folles de l'histoire. Le fait qu'il retourne pas en finale NBA, ça joue pas aussi énormément. Parce qu'on dit ça pour Yanis. Tu vois ce que je veux dire? Alors Yanis, moi c'est en demi-finale de conf. Ça change rien pour moi. Par contre, moi j'ai un petit goût amer. Du fait que depuis qu'il est champion, il perd 2 fois en demi-finale de conf. Oui. Alors là, il perd contre le champion en titre, mais quand il perd contre Minnesota alors qu'il mène 3-2, c'est vilain. Mais ce qui est fort avec Nikola Jokic, c'est que on est tombé sur Murray à juste titre, on est tombé sur Michael Porter Jr. à juste titre, sur Mike Malone un peu des fois qui justement le laissait trop jouer. On n'est jamais tombé sur Nikola Jokic. Là où Giannis, on disait il est blessé, il est jamais à 100%. C'est assez vrai, Jokic en fait même dans les défaites, il est tellement fort, tellement impactant qu'on dit jamais là il est passé au travers. Un peu peut-être face au Kessie, il a eu 2-3 matchs. Les Clippers avaient bien défendu sur lui. Les Clippers c'était vraiment défensivement ce qu'avait fait Zubac. D'ailleurs on l'avait dit qu'on pensait que Zubac pouvait l'embêter. Après le problème c'est qu'ils ont joué 14 matchs en 2 tours et au Kessie ils en ont joué 14 sur le reste de leur chemin en NBA. Donc ils ont joué à 5,5 quoi. C'est limite, tu vois, ces sorties de route, elles sont limite au crédit de. Moi, je les mettrais au crédit de Nikola Jokic en fait, parce que si tu regardes sur le papier le nombre de joueurs valides et qui étaient capables de mettre un pied devant l'autre pour les Nuggets et ceux d'OKC, tu dis mais OKC jamais ça doit aller dans cette manche en fait. Et la différence avec Yanis quand même sur les sorties, c'est effectivement les blessures. Yanis, il y a un paquet de séries quand même, il était blessé, il était pas sur le terrain. Alors je dis pas que c'est sa faute ou que sa préparation était pas suffisante, mais Jokic il est là quand ça compte en fait. Et dans le jeu, sa place dans le jeu, la manière dont les équipes sont obligées de se préparer quand elles jouent contre les Nuggets, pour moi c'est clairement l'un des boss, voire le boss. Et je continue d'être curieux de voir où il se situera, tu sais, dans les classements all-time quand il prendra sa retraite. Moi, c'est l'un des joueurs les plus incroyables que j'ai vu de toute ma vie. Vraiment, il est dans une classe à part par rapport à tout un tas d'autres joueurs. C'est bien que tu parles de classement parce que je sais pas si vous avez vu, il y a quelques semaines, Bleacher Report a sorti un top 100. C'est quand même des trucs qu'on adore, donc ça fait énormément parler, bien sûr. Kobe est plus dans le top 10, Steph est 10e et Nikola Jokic a fait son apparition dans le top 20. Aujourd'hui, il est considéré par Bleacher Report 17e meilleur joueur de l'histoire. Il est juste derrière Oscar Robertson, Jerry West, Kevin Garnett et juste devant Dirk, David Robinson et Dr. J. Donc il a que 30 ans, il va lui rester encore 3, 4, 5 saisons, 6 saisons, je sais pas, au plus haut niveau. Il va continuer à grappiller et il a toutes les bases pour un jour atteindre le top 10. En fait, il lui faudra évidemment d'autres titres. D'autres titres, mais il est déjà 3 fois MVP et je vois pas pourquoi il serait pas une 4e fois MVP, vu que je vois pas pourquoi il serait pas en triple-double sur la prochaine saison. L'année prochaine, il sera en vote. Alors lui, il a pas cet orgueil qu'avait eu, par exemple, Olajuwon, quand Robinson était devenu MVP, de lui dire j'ai te cassé la gueule, mais naturellement, par son talent et ce qu'il est. Mais l'année prochaine, par ses stats surtout aussi. Par ses stats, si l'équipe est meilleure, il sera forcément. L'année prochaine, ça va être encore l'un des grands favoris pour être une 4e fois MVP. Bah oui. Et donc 4e fois, là tu rentres dans. Il y a que 3 mecs qui l'ont fait. Hein. D'autant qu'il y a 2 fois quand même ça se joue à rien du tout. Genre cette année face à Shea, c'était hyper serré. Et la saison face à Embiid, c'était aussi extrêmement serré. Et beaucoup disent qu'on a donné à Embiid justement pour éviter qu'il soit déjà 3 MVP. Donc de suite notamment. Oui, 3 fois des MVP de suite. Bon, écoute, Nikola Jokic, grosse cote. Parlons des OGs quand même, parce que on vit une drôle d'heure. C'est-à-dire que normalement, il y a toujours un mec qui prend assez naturellement le pouvoir. On pense forcément à Magic et Larry Bird quand Jordan arrive. Bon, il y a le passage de témoin dont tout le monde parle de 92, mais c'était déjà un petit peu avant, hein, évidemment, en 91. Commençons par LeBron, parce que moi, mon souci avec tout ce qu'on peut dire, c'est que
LeBron reste la figure la plus connue de la NBA. Il reste un mec qui est encore assez fort pour être le boss de la NBA. Alors il y a évidemment les résultats qui entrent en ligne de compte, mais aujourd'hui le visage de la NBA, ça reste LeBron James. Oui. Oui, mais après LeBron James est un personnage hors norme. Médiatiquement, sportivement parlant, LeBron James, c'est peut-être ce qu'on n'a jamais vu ça dans la ligue, ce qui dégage, l'aura qu'il a fait enfin, LeBron, c'est LeBron James, et je pense que quand il va partir, t'as raison, Magic et Bird sont partis, il y a eu Jordan, ensuite il y a eu Kobe et Shaq, et puis ainsi de suite, il y a eu LeBron qui est arrivé, Steph, là, Kevin Durant, là, je pense que tu ne pourras pas remplacer, en tout cas par une personne c'est sûr, par plusieurs certainement, mais en tout cas le vide que va laisser LeBron James, il est monumental, et c'est pour ça que tant qu'il est là, il prend autant de lumière. Il est encore le troisième mec qui vend le plus de maillots, et c'est le joueur le plus vu sur les réseaux sociaux. Mais ça c'est quand même un truc de malade à 40 piges. Ouais, je pense que si on prend la définition de départ, c'est certainement lui encore le boss en fait, parce qu'en fait il suffit qu'il annonce qu'il opt-in, qu'il opt-out, de toute façon ça fait des news dans tous les sens, on se demande mais c'est quoi la volonté, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a un communiqué de presse qui est sorti. Si jamais il devait changer d'équipe, tout de suite, le focus de tous les médias se tournerait vers l'équipe dans laquelle il irait. Là, ça va être sur les Lakers parce que pour l'instant, il y est toujours. Je pense que c'est le joueur le plus puissant, je pense, de toute la ligue, voire peut-être du sport américain dans son ensemble. Et ce qui est dingue avec cette longévité, c'est quand tu penses au nombre de générations de gamins qui se sont mis à suivre le basket et dans leur périphérie, il y avait LeBron, que ce soit début de carrière, milieu de carrière, continuité de carrière. Maintenant, on sait même pas si c'est la fin de carrière. Quand même. Il peut vivre encore, a priori, il peut jouer encore 5 ans, ça devrait, quoi, c'est la logique. Et donc ça, je pense que ça le met vraiment, ce que tu disais, Erwan, c'est une place à part, même à part, je suis pas dans la discussion pour le GOAT, mais ça c'est du jamais vu, tout simplement. Vous savez, il y a un truc qui est fou avec LeBron, et on l'avait dit après les Jeux l'année dernière, c'est que tu réunis les Avengers pour Paris 2024, il y a un mec qui est MVP, c'est LeBron du tournoi. Ça, je trouve que moi vraiment c'est un truc qui m'a marqué, malgré ce qu'on peut penser de lui avec les Lakers, les machins. À la fin, il y a un trophée de meilleur joueur, c'est le mec qui récupère. C'est quand même une stat à 39 ans. Il est très fort. Il est exceptionnel. Pendant les JO, il est magnifique, dans un contexte FIBA où les mecs ils jouent plus Team USA en voulant prendre des photos. Et ça durcit, il y a moins d'espace. Il a été magnifique pendant les JO. Donc oui, c'est le boss de la NBA, c'est le boss à l'international. Et t'as raison, il dépasse. C'est même le boss du sport américain. Donc, même du sport mondial en général, tu vois, voilà, plus on y pense, plus ça va être dur de le dépasser, hein. Tu vois, sur cette question, qui est le boss. Parlons vite fait de Kevin Durant. Kevin Durant, on connaît évidemment ses qualités et ses défauts. Bon, il a un ton en dessous, globalement. Je vous donne quand même quelques stats. Évidemment, il est multiple champion olympique. Il était encore sixième au vote pour le Star Game. Donc ça montre qu'il est encore, malgré les Suns, très très précieux médiatiquement. Il est le troisième joueur le plus suivi aussi sur Instagram à 35 millions. KD, c'est pas le boss de la NBA. Et il y a un seul moment, tu te souviens, on avait fait un top 30 ou top 20 des meilleurs joueurs et on l'avait mis meilleur joueur à l'époque, ça devait être en 2019, je pense. C'est le seul moment où j'ai l'impression qu'il avait pris un petit peu le takeover sur LeBron. Ouais, mais meilleur joueur basket, on peut en débattre. C'est tellement un joueur magnifique. Après, le reste, il s'en bat tellement les couilles. Tu vois, ce truc c'est un fumeur de weed, c'est un mec qui aime les meufs, c'est un mec qui aime jouer au basket, il s'en fout. Tu vois, même dans sa personnalité, si jamais un mec a voulu être le visage ou être le boss de l'NBA, même dans ses propres équipes, il a pas envie d'être le boss, Kevin Durant, donc il va pas être le boss de la ligue. Ça n'empêche que c'est un joueur immensément fort. Ouais, c'est ça, c'est son truc là. Just a Hooper, au bout du compte, c'est un excellent joueur, mais c'est pas un boss effectivement. Par contre, je suis un peu plus partagé que toi sur ce qu'il a voulu être le visage de son équipe. Je pense quand même qu'il a vraiment voulu l'être et que ça a pas marché. Et je pense qu'il a pas non plus la personnalité pour. Et je reviens à ce truc-là. Je pense qu'on en parlerait peut-être différemment aujourd'hui s'il n'y avait pas eu autant d'équipes dans son parcours aussi. Tu penses qu'il aurait été plus de fois champion, tu veux dire, dans ce sens-là ? Il aurait été et donc forcément plus mis en avant dans les classements ? Je pense que finalement, la place qu'il occupe dans l'esprit des gens serait différente s'il n'avait pas donné l'impression de passer par autant de projets qui n'ont pas fonctionné. Je pense que c'est... je parle uniquement d'image, hein, je parle pas du niveau du joueur, mais je pense que ça a quand même contribué à ternir son image. Ok, un dernier joueur, bien sûr, c'est Steph Curry qui s'est tiré la bourre pendant 10 ans avec LeBron. Quelques stats pour Steph. Évidemment que les Warriors et quelques blessures, etc., on a un peu moins entendu parler de Steph cette saison, ça c'est une évidence. Champion olympique
olympiques à Paris 2024. Il est le deuxième joueur le plus suivi, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais LeBron donc est à 200 millions de followers sur Instagram. Le deuxième, c'est Steph à 75 millions. T'imagines la différence qu'il y a entre eux? C'est un sacré gouffre. C'est encore le deuxième joueur qui vend le plus de maillots et le deuxième joueur le plus vu sur les réseaux. Mais ça, c'est un truc de malade, Steph. Hein. Mais alors, Steph, c'est un compétiteur incroyable, c'est un palmarès fantastique, mais à en parler, il a réussi aussi à être un joueur Instagram, parce que par ses actions, ses coups de folie, ses dribbles croisés, ses shoots à 3 points incroyables, ses tirs, sa clutch attitude aussi, il a réussi à allier les deux. Donc, quoi qu'il fasse maintenant, il a atteint un statut où dès qu'il veut mettre un tir à 3 points, tu peux le mettre sur le réseau et tout le monde va le regarder, même si c'est une simple sortie d'écran pour lui qui va mettre dedans. Dès qu'il met 2 paniers à 3 points d'affilée, toutes les salles s'enflamment parce qu'ils ont l'impression de voir un moment de l'histoire. Alors nous, le moment de l'histoire, on l'a vécu en live à Bercy avec ses 4 paniers à 3 points. Plein museau, mais oui, aujourd'hui, lui, il a atteint un statut, c'est pas LeBron, mais il a atteint un statut, c'est intouchable, quoi. C'est voilà. intouchable, c'est un dégo de toute manière du sport. Ouais, je pense que c'est peut-être même potentiellement le joueur le plus populaire, en fait, parce que LeBron, il y a tous ceux qui l'aiment, mais il y a aussi tous ceux qui le détestent, c'est un joueur qui est quand même clivant. Stephen Curry, c'est dur. Un peu aussi. Tu te souviens quand les gens disaient, il fait que tu à 3 points, il fait que tu à 3 points, quand il y avait Cavs Warriors tout le temps, là, les gens disaient, il fait que tu à 3 points, ce qui me paraissait complètement fou, mais il y avait quand même une vague de hate. Hein. De toute façon, quand t'es à ce niveau-là, t'as forcément des mecs qui sont un peu. Et c'est sa personnalité aussi, tu vois, c'est dur quand même de trouver des failles, de lui reprocher quoi que ce soit. Je trouve que c'est un joueur qui est quand même plutôt exemplaire dans son leadership, dans son équipe. En termes de façon, ses saisons MVP, tu vois, je trouve qu'il met en avant quand même des valeurs collectives et sportives qui sont hyper positives. Ouais, je pense que c'est une icône, une légende. C'est l'un des joueurs qui a le plus contribué à changer le sport. Hein, quand même, le basket n'est pas le même après Stephen Curry qu'il l'était avant lui. Mais j'ai jamais senti chez lui, par contre, cette volonté, comme LeBron a toujours eu, je pense, de contrôler les choses, d'avoir un impact, d'être une espèce de décideur autant qu'un joueur. Je pense qu'il s'est contenté de faire la carrière incroyable. Là où c'est vrai, c'est que LeBron a toujours eu en tête de créer un mouvement. Et on a senti quand on disait c'était quoi la République des joueurs, ça part de LeBron et Kevin Durant entre autres, James Harden, Westbrook, ils ont tous suivi le pas de LeBron qui a dit non, on va essayer de reprendre le pouvoir vis-à-vis des propriétaires milliardaires. Steph, on n'a jamais eu la sensation. Après, c'est pas la même construction. C'est pas la même construction, t'as raison, mais il n'empêche qu'une fois que tu y es, tu peux te poser la question d'eux. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que Steph a changé complètement l'histoire de la franchise des Warriors. Complètement. Pour les plus jeunes qui ont toujours connu les splash, les machins et tout, pour nous, c'était une équipe rincée, hein, avec Jared Jack encore ça va, avec Monta Ellis en leader. Ouais, il y a eu des hauts débats, on se souvient du run TMC quand même qui était plutôt cool. C'était à 30 ans ça. Ben, justement, on parle de l'histoire. Avant qu'il arrive au 21e siècle. S'il n'y a pas Baron Davis, c'est une équipe rincée au 21e siècle. Si le basket a changé avec Steph Curry, alors la franchise des Warriors, je t'en parle même pas. Aujourd'hui, c'est devenu un gros marché, même aussi San Francisco, c'est devenu l'une des franchises les plus chères de l'histoire, et ça, c'est que grâce à Steph Curry. Hein. Tout à fait, et un peu d'oseille de la tech, évidemment. Oui, évidemment. Jamais l'oseille de la tech. Non, mais en tout cas, c'est une franchise qui par sa dynastie autour de Steph Curry, il n'est pas seul, mais c'est quand même lui là, qui incarne tout ça, c'est devenu une franchise qui s'est hissée au niveau des Lakers et des Celtics. Moi, je pense qu'on peut comparer ce qui s'est passé avec Steph Curry et les Warriors à ce qui s'est passé pour les Bulls de Jordan, et Jordan. C'est-à-dire que les Bulls avant Jordan, on peut raconter plein d'histoires et tout. C'est pire que les Warriors avant Curry. Largement. Mais en tout cas, dans l'imaginaire des gens, les Warriors maintenant sont installés comme l'une des marques les plus importantes de NBA, ce qui n'était pas du tout le cas dans les années 2000. Bon, on a fait le catalogue là. On a parlé de tout le monde. On va revoir ensemble le tableau. Et maintenant, c'est l'heure du choix. Et choisir, c'est renoncer, les amis, dans le chat, dans les commentaires. Je suis curieux d'avoir votre réponse à cette question. Qui est le boss de la NBA en 2025 ? Théo, tu vas te lancer en premier. Wow, c'est dur. Non, mais si, en fait, je vais peut-être rester sur ce que j'ai dit en dernier. En termes d'image et de contrôle et de pouvoir, je pense que c'est LeBron le boss, en fait. Ça reste la figure principale de la ligue. Ok, LeBron pour Théo. Moi, j'ai envie d'aller sur Théo aussi, mais comme c'est une grande entreprise de la NBA. Ah oui, ok. Tu vas aller sur Théo, il est là, sur les épaules de Théo peut-être. Je vais le rejoindre en tout cas dans ce qu'il dit. Je pense que LeBron, par son impact médiatique et par ses stats encore de ce qu'il fait, comme il impressionne à son âge, ça reste le boss. T'as raison, dès qu'il décide de faire quelque chose, tout s'emballe, on en est les premiers bénéficiaires. Et je vais prendre l'opposé en termes d'âge, c'est Victor. Voilà, pour moi, les deux boss aujourd'hui de la NBA sont LeBron et Victor, parce que sur le terrain, mais par cet impact que dès qu'ils font quelque chose sur ou en dehors du terrain,
tout s'emballe. Donc voilà. Donc il est le boss de la NBA, il est le visage de la NBA aussi, LeBron. Toujours, oui. Ouais, toujours. Je dirais, ouais. Ouais. Et le meilleur joueur de NBA aujourd'hui, c'est Nikola Jokic. Ouais, alors avec Shea, c'est la sensation que j'ai eue quand vous c'est l'avez dit. important de dire que Shea est MVP et champion NBA et MVP des finales. Bon, voilà, ça, faut quand même le placer. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, est-ce que c'est Jokic dans votre esprit? Est-ce que là, ce qui s'est passé en juin, fait pas que Shea prend le pouvoir du meilleur joueur? En tout cas, sur le moment, j'ai envie quand même de donner beaucoup de crédit à la saison du Thunder et de ce qu'a réalisé Shea, donc le meilleur joueur du monde. En tout cas, c'est comme ça que les gens ont voté sur cette saison qui vient de s'écouler. On verra ce qui va se passer les prochaines, parce que c'est très fin, mais en tout cas, c'est Shea, le meilleur joueur de basket pour Donc l'instant. le meilleur joueur du monde pour toi, c'est... Pour moi, c'est Jokic. Et ça enlève rien, tout ce que tu as dit sur Shea, mais ouais, pour moi, ça reste Jokic. La bonne question que tu t'étais posée, c'était qui je prends entre les deux pour commencer une nouvelle équipe. Et c'est vrai que assez naturellement, moi aussi, je dirais Jokic. Ah, moi je vais sur Jokic aussi. Ouais, déjà, les pivots, on sait qu'on est toujours attiré par là. Puis c'est un mec qui diffuse tellement. Le style de jeu de Shea, on le connaît, on le voit. Quand Jokic, quand même, te fait gagner tellement de temps pour mettre un collectif en place, pour faire briller d'autres mecs. Ce qu'il a, pour moi, l'une des plus grandes œuvres aussi de Nikola Jokic, et ça ne sera jamais marqué dans son palmarès, c'est ce qu'il a fait d'Aaron Gordon. Voilà, ça pour moi c'est un signe d'un mec, waouh, t'es supérieur. Parce que le Aaron Gordon d'Orlando et le Aaron Gordon de Denver, alors certes, il y a une évolution naturelle chez des mecs qui sont jeunes, mais ce qu'il en a fait aujourd'hui, grand bravo. Alors, dernière question, si vous deviez choisir un seul mec pour commencer une franchise, j'imagine que tout le monde irait sur Victor? Ah bah oui, là si, oui. Sans aucun doute. Bah, à l'heure actuelle, avec l'âge des mecs. Bah oui, à l'heure actuelle, t'es propriétaire, t'as le choix. Oui, Victor. Voilà, tout le monde prend Victor. Non, mais je vous pose la question, vous y répondez aussi. Victor et Jokic en deux, ouais. Ok, personne ne prend Jason Tatum, ce qui est terrible. Oh non. Il est blessé. Gratuit. Non, c'est évidemment pas de Bradley Beal, ok. Bradley Beal, bien sûr, aux Clippers. Ils vont rien du tout maintenant. Putain, c'est clair. Bon, voilà, on a fait le tour sur ce beau catalogue des meilleurs joueurs de toute la NBA. Si on a manqué certains noms, certaines idées, vous n'hésitez surtout pas à nous le dire dans les commentaires. On sera curieux de vous lire et puis surtout vous y répondez à cette question. Voilà, quel est le visage de la NBA, le meilleur joueur, celui que vous sélectionnez pour commencer une franchise, et donc qui est le boss de la NBA. Apparemment, c'est LeBron James. On est tous plutôt d'accord là-dessus. Pas un mot sur Kawhi, pas un mot sur Harden. Tu vois, ça, c'est leur problème. D'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça parce que regarde, on avait fait 2 classements en 2018 et 2019. Et en 2018, on avait fait passer Kevin Durant devant LeBron James. En même temps, il sortait de titres avec les Warriors. Et en 2019, on a choisi Kawhi Leonard. Après le titre des Raptors, qui avait été tout à fait monumental. On s'est bien gouré en tout cas pour la suite, pour notre ami Kawhi Leonard, enfin surtout lui, plus que nous. Merci les amis de nous avoir suivis, merci Théo, merci Erwan, merci aux gars en régie, et puis on se retrouve plus tard pour d'autres contenus pendant tout l'été sur la chaîne First Team.